Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette web diffusion Les Affaires. Je me présente Catherine David, stratège au contenu, aux événements Les Affaires. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette discussion. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un enjeu important pour l'avenir de nos municipalités, la densification urbaine. On le sait, nos populations augmentent, ce qui exerce une pression sur nos logements, nos infrastructures, ce qui nous invite à repenser un peu nos espaces urbains. Alors aujourd'hui, on va explorer trois dimensions essentielles de la densification urbaine, soit les défis actuels de la densification dans nos collectivités, les tendances prometteuses et les solutions innovantes pour enrichir l'expérience citoyenne et finalement des conseils pratiques pour intégrer ces nouvelles approches. Pour cette discussion, nous avons invité aujourd'hui deux experts complémentaires. Donc, Adam Mongrain, directeur habitation chez Vivre en Ville, qui nous offrira une perspective globale sur les enjeux de la densification. Bonjour, Adam. Bonjour. Et Tania Fonrose, directrice service de l'expérience citoyenne de la Ville de Laval, qui partagera des solutions concrètes issues de leurs projets municipaux. Bonjour. Bonjour, Tania. Donc, cette rencontre s'inscrit dans notre série Réinventer la ville, dont la première conférence aura lieu le 27 février 2025 au Plaza Centre-Ville de Montréal. Donc, cette journée sera consacrée à la densification urbaine en explorant des solutions concrètes pour concilier croissance et qualité de vie. Donc, afin de rendre cet événement plus accessible, ça va être aussi offert en web diffusion pour vous permettre de participer et de contribuer à cette réflexion collective où que vous soyez au Québec. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je commencerai avec vous, Adam. Quels sont les principaux défis liés à la densification urbaine au Québec aujourd'hui? Je dirais que c'est malgré tout l'absence de consensus. Donc, pendant quelques décennies, l'aménagement du territoire à des fins résidentielles au Québec, ça s'est passé en étalement. Puis, une des choses qui est devenue matérielle avec le temps, c'est qu'on s'est déshabitués au changement autour de nous. La majorité de la croissance du parc résidentiel était faite relativement de façon invisible, souvent en ouverture de rue, dans des endroits qui étaient précédemment des milieux agricoles ou des milieux humides, malheureusement. Et maintenant, le coût de cet étalement-là n'est pas autoportant. Ça ne se justifie plus d'aller ouvrir des nouvelles rues, d'aller construire là où il n'y a rien. Donc, la mécanique repousse beaucoup la construction de nouveaux immeubles là où il y a déjà une urbanisation. Puis, il n'y a pas de mandat populaire clair pour aller dans ce sens-là. Donc, toutes les villes font face à peu près aux mêmes enjeux. Tout le monde voit la dette d'entretien des infrastructures, voit les coûts pour l'ouverture de nouvelles infrastructures, voit aussi que les infrastructures au centre des villes n'étaient pas nécessairement prêtes à accueillir une très grande croissance résidentielle. Ça fait partie des défis au Québec. Puis, quand c'est le temps de faire des choix difficiles, d'arriver avec une nouvelle manière d'aménager notre territoire, de faire une proposition aux citoyens, bien, on n'a pas encore de narratif qui est consensuel, qui a reçu un appui fort de la population au Québec. Donc, les municipalités se retrouvent un peu coincées entre deux feux, entre ce que les chiffres indiquent et le mandat qu'ils ont reçu de la population. Puis on voit beaucoup dans le détail au quotidien des gens qui sont en soutien, des gens qui sont en défaveur à certains projets, mais tout ça est encore très noué. OK. Donc, l'accessibilité sociale, ça reste un défi. Comment, de votre côté, à la Ville de Laval, Tania, comment les municipalités peuvent-elles obtenir l'adhésion citoyenne pour soutenir ce genre d'initiatives-là? En fait, ce qui me vient à l'idée, Catherine, c'est très rapidement de vous dire qu'il faut premièrement les communiquer, nos intentions, nos ambitions, nos défis. Il faut être capable aussi de faire preuve de transparence. Puis en ce sens, nous, à la Ville de Laval, on s'est doté d'un plan stratégique urbaine de nature qui va jusqu'en 2035. Puis la trame de fond de ce plan-là, mais premièrement pour faire face, bien entendu, à cette densité-là, c'est d'offrir à la Ville de Laval d'être une organisation agile. Une organisation agile qui va être en mesure, elle, de faire preuve d'éthique, encore de transparence, mais également être capable d'être très focusé citoyen, d'abord. Puis on a des gestes très structurants qu'on est en train de faire à la Ville de Laval présentement. Le premier, c'est d'être crédible. Pour être crédible, il faut faire preuve, j'ai envie de vous dire, d'exemplarité en termes de prestation de services à nos citoyens, bien entendu. Mais il y a aussi les entreprises qui est notre citoyen corporatif et tous les organismes qui gravitent alentour ou à l'intérieur de notre ville.
Quand on parle de densité, il faut devenir très efficient. Il faut augmenter notre efficience. Puis pour augmenter notre efficience, nous, on pense systématiquement à la façon qu'on gère et on livre nos projets. Il faut les livrer de façon intégrée. Puis au final, il faut co-construire avec nos citoyens. Il faut susciter leur intérêt, comme je disais il y a quelques minutes. Mais il faut également, j'ai envie de vous dire, ne pas oublier nos employés. Nos employés sont partie prenante de la démarche. Il faut être capable de les mobiliser, de les engager. Nos partenaires doivent faire partie de la démarche également, tout au long de nos réflexions. Puis je pense que ça vient vraiment nous offrir un air d'aller très structurant pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Vous parliez de justement susciter l'intérêt. Adam, est-ce que vous voyez des tendances prometteuses qui émergent soit au Québec, soit à l'international pour proposer des projets de densification qui enrichissent réellement l'expérience citoyenne? Oui, tout à fait. Bien, c'est très dynamique en ce moment, la conversation à l'international. Il y a quelque chose qui est vraiment au centre de toutes les préoccupations, c'est est-ce que quand on partage l'espace avec des nouvelles personnes, on en perd ou on s'enrichit de la présence des autres. Puis, il y a plusieurs questions qui sont posées qui ont essentiellement le même fond, puis plusieurs réponses qui prennent différentes formes. Je dirais que peut-être une des choses les plus emballantes qui se passe en ce moment, surtout en Amérique du Nord, c'est un gros effort de réforme des codes de construction pour importer des formes bâties qu'on voit plus en Europe et en Asie, qui ont des particularités. Quelque chose d'assez facile à comprendre, c'est que ici, nos codes de bâtiment imposent beaucoup de cages d'escalier à nos constructions neuves. Puis ça fait des bâtiments qui sont plus gros parce que ça prend de la place pour ces escaliers-là, alors qu'en Europe et en Asie, ils en demandent moins. Puis en demandant moins à nos bâtiments, on peut les faire plus petits. Donc, ça donne plus d'options pour les insérer entre d'autres bâtiments ou libérer de l'espace au sol, puis offrir aussi des plans pour les appartements, les unités, même les commerces qui en font plus avec moins. Donc, on vient faire une proposition qui améliore l'expérience des gens qui habitent dans ces immeubles-là, mais aussi des gens qui les regardent. Puis, ce qu'on voit que c'est dans le chemin, c'est beaucoup les règles qu'on s'est données. Donc, c'est des problèmes humains, on est capable de les régler. C'est peut-être le front sur lequel il y a le plus d'activité en ce moment pour arriver à une proposition gagnant-gagnant. Donc, vraiment, c'est l'architecture qu'on regarde pour commencer en ce moment-là. Les règles qui balisent l'architecture. Les architectes sont obligés de travailler dans le cadre qu'on leur donne. On voit que le cadre qu'on s'est donné en Amérique du Nord, parfois, nous empêche de faire les choses les plus appréciées de la population ailleurs dans le monde. Intéressant. Donc, justement, on parle de normes, on parle de solutions. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour garantir l'efficience, justement, comme vous disiez, puis répondre aux attentes citoyennes dans des projets de densification à Laval? Bien, il y a un exemple qui me vient en tête, Catherine, qui est d'actualité aussi. Notre maire a fait plusieurs, je vous dirais, allocutions à cet égard. Puis, c'est de l'imputabilité. C'est très important. La voix des citoyens, pour nous autres, on la prend en considération dans tout ce que l'on fait. Et nos citoyens nous ont dit quelque chose de très ferme. Quand on interagit ou qu'on dépose une requête, une demande à la Ville de Laval, on ne veut plus avoir le sentiment de lancer un pavé dans la mort. Fait qu'en 2019, on s'est dit on a une volonté, un besoin d'affaires très ferme. C'est d'offrir à nos citoyens un suivi puis une traçabilité des requêtes. Mais une ville, c'est complexe. Lorsque je dépose une requête à une ville, c'est comme si j'embarquais sur une autoroute à Laval de 630 voies. 630 voies. Fait qu'on s'est dit en équipe, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos citoyens? Mais c'est de moderniser déjà nos façons de faire. Fait qu'on est allé se doter d'outils qui, eux, nous permettent d'offrir ce suivi-là, cette traçabilité-là, pas seulement aux citoyens en mode libre-service, parce qu'aujourd'hui, nos citoyens peuvent, dans le confort de leur foyer, suivre lorsqu'ils déposent à travers, de façon numérique, leur requête, ou même en appelant au 3-1 ou en se déplaçant dans nos points de contact. Ils peuvent suivre l'évolution du traitement de la requête citoyenne. Et qu'est-ce que ça a généré aussi à l'interne comme révolution de nos façons de faire? C'est qu'on l'a premièrement opérationnalisé, cette volonté-là. C'est pas une mince affaire, c'est une grande organisation, la Ville de Laval. Ça nous a permis de découvrir aussi les grandes pistes d'amélioration qu'on avait dans nos processus à l'interne. Interservices, les interdépendances également. On s'est donné 2 ans pour l'opérationnaliser, cette prise en charge-là. Mais on s'est donné aussi 3 niveaux d'imputabilité. En plus de la complexité des 630 voies de l'autoroute, mais il faut s'assurer que lorsque le citoyen dépose sa demande à la Ville, mais qu'il y ait un accusé de réception. Fait qu'on est venu normer le délai de prise en charge, ce qu'on appelle un délai de prise en charge. On est venu aussi se donner un délai de première action. La plupart des requêtes citoyennes
vont se concrétiser avec un aller-voir qu'on aime dire sur le terrain. L'exemple que j'aime prendre pour le commun des mortels, c'est les fameux nids de poules. Hein? Un citoyen va conduire sur la route puis il va dire qu'il a un nid de poule, mais des fois, ce n'est pas nécessairement aux travaux publics, ça peut être à l'équipe de l'ingénierie. Fait que l'équipe doit rapidement faire un déplacement sur le terrain pour constater l'ampleur du travail à faire ou encore réacheminer la requête à la bonne équipe. Et ça, sans nuire, je vous dirais, à un délai de résolution. Et ce fameux délai de résolution est totalement novateur pour nous parce qu'on fait preuve de transparence avec nos citoyens. On les communique à l'externe, nos délais de résolution. On se mesure jusqu'à la plus simple expression, je vous dirais, d'influencer l'efficacité de la prise en charge. Et on les a, pas plus tard que le 4 novembre dernier, communiqués de façon transparente à la population. Et ils reçoivent aussi, à chaque fois qu'ils déposent cette requête-là, le fameux délai de résolution pour sa requête. Excellent. Je poursuivrai justement avec vous parce que vous parlez justement de vos outils, de vos méthodes. Justement, qu'est-ce que vous utilisez pour maintenir un dialogue clair là, et constructif là, avec les citoyens? Excellente question. En fait, on a plusieurs moyens qui me viennent en tête. On en a un là, qui a à peu près 40 consultations citoyennes qu'on a faites à ce jour avec nos citoyens. Concrètement, c'est quoi des consultations citoyennes? C'est que lorsqu'on on réfléchit à nos projets, à nos initiatives, on va au rendez-vous des citoyens. Leur voix, comme je disais, est très importante pour nous. On leur expose. On fait des groupes de discussion, on fait des sondages et on pose la question aux citoyens sur la pertinence, la valeur hein, et leur point de vue également sur le délai de livraison. Bien entendu, on a des contraintes qu'on expose à nos citoyens puis des moyens. Hein. En parlant de concret et de moyens, on a un deuxième élément, c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est une enveloppe d'à peu près 3 millions de dollars qu'on offre à nos citoyens, qu'on appelle le fameux budget participatif. C'est-à-dire c'est une enveloppe qu'on offre à nos citoyens pour qu'eux autres puissent créer de la valeur dans leur quartier, dans la ville, et nous dire aussi qu'est-ce qui est le plus important pour mieux vivre à la ville de Laval. Bien entendu, il y a un processus démocratique qui en découle, avec des capacités de livraison. Le final, un que j'affectionne particulièrement, c'est les parcours citoyens que j'ai envie de vous proposer, Catherine, comme exemple. Les parcours citoyens, là, c'est majeur et c'est frappant. Ça mobilise l'ensemble de l'expertise de la ville, mais ça nous sort de notre zone de confort. On est très experts de nos métiers à la Ville de Laval. Fait que ce qu'on se fait, on se met dans les souliers de nos citoyens et on vit le parcours qu'il fait. Ce qu'on vient mesurer, c'est le nombre d'efforts que ça lui prend pour interagir avec la ville. Un des résultats que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a cartographié le processus de demande de livraison d'un permis, chose qui arrive souvent à la Ville de Laval. Ça prenait à peu près 36 étapes pour le citoyen. Ouais, on a identifié nos points de douleur. On a identifié nos points de création de valeur, nos améliorations de processus à l'interne, puis on est arrivé au final à 6 étapes pour sa livraison de permis. Wow, quand même, vous avez réduit énormément. Vous avez divisé par 6, finalement, le nombre d'étapes. Exactement. C'est énorme. C'est énorme, c'est très énorme. Ça, c'est avec l'ensemble des équipes qui sont parties prenantes à l'interne. Puis notre prochaine étape, c'est de co-créer avec nos citoyens les parcours citoyens, les réviser avec eux. Merci beaucoup. Adam, vous êtes bien au fait de tout ce qui se passe en densification urbaine par votre mandat. Donc, en terminant, est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour prioriser les enjeux fondamentaux et intégrer les meilleures pratiques là, en matière de densification urbaine? Bien sûr. Malgré tout, je pense qu'il faut revenir aux bases. La question qu'on pose aux citoyens en matière de densification, c'est est-ce que les choses devraient changer autour de vous? Parce que la densification, intrinsèquement, c'est à côté de quelqu'un et cette personne-là va finir par s'exprimer. Qu'on le veuille ou pas, on a une grande conversation sur la densification tous les 4 ans sous la forme d'élections municipales. Et si le citoyen qui est sur place n'est pas à bord avec le plan, bien, compte tenu du calendrier de redéveloppement d'une ville, le citoyen qui est déjà sur le territoire peut bloquer la densification. Il y a tous les outils à sa disposition et les sentiments qu'il ressent à cet égard-là sont légitimes. On ne pourrait pas dire à quelqu'un qui s'oppose au changement dans son quartier qu'il a tort de s'y opposer parce que les raisons pour lesquelles il s'y oppose sont peut-être avérées. Peut-être qu'il ne veut pas voir des nouveaux voisins, peut-être qu'il ne veut pas voir des nouvelles voitures, peut-être qu'il aime la quiétude de son quartier. C'est tous des sentiments légitimes. Pour réussir à relever le défi qu'on a au Québec, dans la majorité de nos municipalités, les efforts de
de la Ville de Laval sont quand même emballants à cet égard-là, à cause justement de la question de transparence, d'engagement, d'imputabilité. Il faut commencer par offrir une proposition aux citoyens et être clair sur qu'est-ce qu'on leur propose pour que les gens soient en mesure de dire clairement qu'ils le veulent. On n'a pas le choix de passer par ce chemin-là parce que les personnes qui vont habiter sur le territoire après la densification n'ont pas le droit de vote en ce moment. Les personnes qui vont le plus bénéficier de la transformation de nos villes n'existe pas en tant que bloc électoral en ce moment. Donc, c'est nécessairement aux gens qui sont déjà sur le territoire d'exprimer une volonté d'accueillir ce changement-là. Puis, la manière dont nous, on le cadre, c'est que ça prend une conversation honnête, mais aussi une proposition de valeur pour la population. On ne doit pas leur proposer un désagrément ou une obligation ou un changement obligé, mais vraiment une amélioration de leurs conditions de vie grâce à la densification. Donc, on cherche vraiment à augmenter l'expérience citoyenne. C'est pour ça que des services comme le vôtre sont importants dans nos municipalités. On espère en avoir plusieurs, justement, qui accompagnent ces grands projets de densification. J'aurais plein de questions encore à vous poser, notamment comment on fait pour mobiliser les citoyens et les citoyennes pour des projets futurs comme ça, qui sont aussi loin. Mais malheureusement, c'est le temps qu'on a. On a, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce projet-là, comme je vous disais, s'inscrit dans une série Réinventer la ville. Donc, on va pouvoir en rediscuter le 27 février prochain sur notre conférence sur la densification urbaine, concilier croissance et qualité de vie qui aura lieu le 27 février prochain au Plaza Centre-Ville de Montréal. Adam Mongrain, merci infiniment pour votre temps. Tania Fonrose, service de l'expérience citoyenne de la Ville de Laval aussi, merci beaucoup pour votre temps. Donc, à vous tous, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous espérons vous revoir lors de nos prochaines webdiffusions, webinaires ou événements Les Affaires. À très bientôt.